Tout le monde pensait qu'il était un raté dérangé, un pauvre type sans amis ni copine, mais tout a changé le jour où il s'est retrouvé propulsé sur une île façon Squid Game version contrefaite, avec plein d'autres personnes, obligées de se battre pour sa survie. Ning était un incel stupide avec un QI proche de la température ambiante et une amnésie sévère, mais il se croyait plus intelligent que Stephen Hawking et Einstein réunis. Un jour, il se réveille soudainement d'un cauchemar dans un endroit faiblement éclairé, sans la moindre idée de comment il s'est retrouvé là. Encore désorienté, il entend la voix étrange d'une fille qui se réjouit de le voir enfin réveillé et lui crie de faire attention au mur derrière lui. En se retournant, il voit que le mur est couvert de pointes et qu'il est en train d'avancer vers lui. Pris de panique, il se relève d'un bond et court de l'autre côté. Le mur s'arrête net. Tandis qu'il cherche frénétiquement une sortie, la fille lui dit que ça ne sert à rien, que la porte ne s'ouvre pas de l'intérieur. Il tente alors d'arracher les barreaux de la fenêtre pour s'échapper, mais sans succès, et s'écroule au sol, épuisé. De l'autre côté, la fille Jin se met à pleurer comme un bébé en répétant qu'ils vont mourir ici. Il lui demande qui elle est et ce qu'elle lui veut, mais en regardant de plus près à travers le trou dans le mur, il comprend qu'elle est une victime, tout comme lui. Il s'excuse. En larmes, elle lui explique que personne ne viendra les sauver et que le mur clouté bouge à intervalles réguliers toutes les quelques minutes. Il lui dit de se calmer et lui demande d'utiliser la hache posée à côté d'elle pour briser la fenêtre et sortir, mais elle lui répond qu'il n'y a pas de fenêtre de son côté. Il lui demande alors de lui passer la hache pour qu'il puisse au moins se libérer et revenir la sauver ensuite. Elle cesse de pleurer un instant et d'un ton grave lui demande de lui promettre qu'il reviendra la chercher. Soudain, les murs de son côté commencent à bouger et elle le supplie de faire cette promesse. Il finit par lui faire une promesse de vie ou de mort et elle pousse la hache à travers le trou, mais elle ne passe pas. Il essaie de la tirer de toutes ses forces, sans succès. Il lui demande alors si elle peut agrandir le trou de son côté. Elle frappe le mur de toutes ses forces, mais découvre qu'il est fait de graphite, impossible à briser facilement. Elle abandonne à nouveau et se remet à pleurer, mais Ning en a assez de ces jérémiades. Il lui hurle de se taire pour qu'il puisse réfléchir. Il lui demande ensuite comment elle s'est retrouvée ici. Elle lui dit qu'elle n'en a aucune idée, qu'elle faisait juste une sieste dans le métro et s'est réveillée dans un lit en fer. À ces mots, une idée lui traverse l'esprit. Il lui ordonne de détruire le lit et de lui donner une barre de fer. Elle obéit et lui tend la barre à travers le trou. Sans perdre une seconde, il court vers la fenêtre et la brise. Il parvient à s'échapper juste à temps, alors que la fille le supplie de ne pas l'abandonner, tandis que le mur se referme lentement sur elle. Le temps passe, et elle repense au jour où elle avait déjà été abandonnée, des années plus tôt, lors d'une randonnée. L'un des gars du groupe s'était blessé, alors elle l'avait emmené dans une grotte. Elle l'avait soigné du mieux qu'elle pouvait, grâce à ceux qu'elle avait appris de son père, qui était médecin. Un peu plus tard, le reste du groupe était revenu et l'avait tiré dehors pour lui parler en privé. Il lui avait dit qu'il devait partir rapidement à cause de la neige qui s'intensifiait, mais elle avait refusé catégoriquement, expliquant qu'un membre de leur groupe était blessé et qu'il était hors de question de l'abandonner. Le blessé, ayant entendu la conversation, avait crié sur les deux autres garçons, les accusant de trahison. Malgré tout, ces derniers étaient partis, les laissant seuls dans la montagne pour mourir. Les jours suivants, elle avait tout fait pour survivre et le maintenir en vie, soignant sa blessure comme elle le pouvait. Un jour, en guise de remerciement, il avait essayé de l'embrasser, mais elle l'avait repoussé. Plus tard, lorsqu'elle était revenue d'une expédition pour trouver de la nourriture, elle avait découvert avec horreur qu'il l'avait aussi abandonnée. Aujourd'hui encore, ce souvenir la hante. Elle pleure en pensant que Ning aussi l'a laissée derrière. Mais, à sa grande surprise, il défonce le toit en bois et lui tend la main. Elle l'attrape fermement et tous deux parviennent à sortir, haletants. Sans prévenir, elle le serre dans ses bras en larmes, soulagée. Il était revenu. Elle se présente alors et lui dit qu'elle est en première année de médecine, puis lui demande qui il estimate, mais il ne répond pas et lui dit de regarder autour d'eux. Ils réalisent aussitôt qu'ils ne sont pas encore tirés d'affaire. Ils descendent du toit et atterrissent sur le balcon d'un vieux phare. Ils remarquent une trappe en métal dans le sol qui semble mener à un tunnel souterrain et décident de tenter leur chance. Ning descend le premier, suivi de Jin.
La descente se fait prudemment, grâce à une échelle métallique. Mais quelques barreaux sont manquants et Ning saute plusieurs marches, lui disant d'en faire autant. Elle hésite, prise de peur. Il lui assure qu'il la rattrapera. Elle saute finalement et il la réceptionne sans problème. Sauf qu'ils glissent tous les deux et tombent dans la mer. Submergé, Ning est frappé par le même cauchemar de noyade qu'il avait eu auparavant. Jin le réveille et le ramène à la surface. Le temps passe, mais il ne reprend pas connaissance. Alors, elle le transporte jusqu'à une pièce à l'étage inférieur du phare. Elle vérifie s'il y a quelqu'un, allume la lumière et découvre un cadavre effrayant. Terrifiée, elle fixe le corps. Puis elle entend un bruit derrière elle, se retourne lentement et voit un homme aux cheveux orange qui la menace avec un couteau. Il lui ordonne de reposer Ning au sol. Tremblante, elle obéit. L'homme s'approche, l'interroge sur des détails basiques, puis lui demande ce qu'elle sait de la momie à côté d'eux. Elle lui répond qu'elle n'en sait rien, mais il a du mal à la croire. Il dit alors qu'il ira peut-être poser la question directement à Ning et lui écrase le doigt avec son pied, le réveillant dans un cri de douleur. Il lui demande s'il connaît la fille. Ning, le regard vide, répond que non. Jin éclate en sanglots, répétant qu'ils se sont échappés ensemble de leurs cellules, et se tra. Mais l'homme aux cheveux orange, Zhang, les menace de les poignarder s'ils ne respectent pas ses règles. Voyant la lame se rapprocher dangereusement, Ning hurle à nouveau qu'il ne connaît pas Jin. Elle, choquée, se demande pourquoi il ment. Elle repense à leur chute, à son comportement. Quelque chose ne colle pas. Zhang s'apprête à poser une autre question. Ning lui demande ce qui ne va pas, et elle lui explique tout ce qui s'est passé jusque-là. Elle ajoute ensuite que la chute a probablement causé des lésions cérébrales chez lui, ce qui expliquerait pourquoi il ne se souvient de rien. Mais il la coupe sèchement, lui disant de se taire, qu'il n'est pas assez stupide pour croire à ces histoires absurdes. Alors que Zhang est sur le point de l'achever, Jin le supplie de les épargner. Il s'arrête et accepte à une seule condition, qu'elle lui donne un seul mot pour expliquer pourquoi Ning aurait risqué sa vie pour la sauver. Elle commence à paniquer, le temps s'écoule et Ning est sur le point d'être tuée. Soudain, elle sort quelque chose et crie pour qu'il arrête, avant de lui poser une question. Depuis combien de temps connaît-il son plus vieil ami? Zhang hésite, puis répond qu'il le connaît depuis 25 ans, depuis l'âge de 3 ans, à l'orphelinat. Il lui dit de ne pas tourner autour du pot. Elle répond alors « Si sauver une vie dépend du temps qu'on connaît quelqu'un, peux-tu vraiment être sûr que tes propres amis risqueraient leur vie pour toi ?» Zhang reste silencieux. Elle poursuit. « Et si ce n'est pas le CA, alors cela prouve qu'on peut sauver quelqu'un, même si on ne le connaît pas vraiment. » Il se relève brusquement et lui ordonne de se taire, mais cette fois, il range son couteau. Il affirme que ses amis feraient tout pour lui, qu'elle a tort, mais admet tout de même que ce n'est pas vrai pour tout le monde. Un peu plus tard, Jin raconte à Ning ce qui s'est passé et comment il lui avait sauvé la vie. Il n'arrive pas à croire qu'il a vraiment fait ça, ni qu'il ne s'en souvient pas. Zhang lui demande quel est le dernier souvenir dont il se rappelle, et Ning répond « Lire un Playboy en 5e ». Face à ça, ils abandonnent et se tournent vers la momie. Jin remarque qu'il fait humide ici et se demande comment une momie peut exister dans un tel environnement. Sans gêne, elle attrape son bras comme s'il s'agissait d'un bonbon. En l'examinant de plus près, elle conclut que ce corps a été placé là. Avec l'aide des garçons, elle l'allonge sur le sol pour l'étudier davantage. Zhang suppose qu'il pourrait s'agir d'un ancien soldat de la marine et commence à déchirer ses vêtements. Ils sont tous choqués de découvrir que des chiffres ont été gravés à même la peau, probablement à l'aide d'un couteau. Ils se demandent ce que ces chiffres peuvent bien signifier, mais aucun d'eux ne parvient à en tirer un sens. Alors ils abandonnent pour l'instant et changent de sujet. Jin demande à Jiang qui il est, et il lui explique qu'il travaille pour un gang dirigé par un certain Dan Shin. 3 jours plus tôt, il s'enfuyait par bateau, poursuivi par une bande de voyous, et s'est réveillé ici sans comprendre comment. Jin raconte à son tour qu'elle s'est simplement assoupie dans le métro avant de se retrouver dans cet endroit. Ils se demandent alors si tout cela est l'œuvre d'un autre gang ou de trafiquants d'êtres humains, mais Ning leur affirme que non. Ils pensent que les chiffres sur le corps sont liés à tout ça, avant d'ajouter que tout cela ressemble à un jeu. Jin approuve et dit que, jusqu'ici, tout ressemble à un escape game et qu'ils devraient chercher des indices.
Jiang dit qu'il a déjà fouillé les lieux et trouvé un escalier détruit. Soudain, Jin remarque un rouleau caché dans l'oreille de la momie et l'en retire. À l'intérieur, elle découvre une carte. Ils y voient un endroit marqué par des œufs, le phare et d'autres lieux accompagnés de symboles. Ning paraît bouleversé. Il leur dit qu'il a déjà vu cette carte auparavant. Ning dit qu'il a déjà vu cette carte quelque part, mais il ne se souvient plus où. Jiang lui crie dessus, lui demandant de se concentrer, mais Ning tient sa tête, souffrant, en disant que ça le fait trop mal. Jin l'emmène alors dans un coin plus calme et lui demande s'il va bien. Il lui explique que chaque fois qu'il essaie de se souvenir, une violente migraine le frappe. Elle lui dit de ne pas trop forcer, puis tente de le rassurer doucement. Incapable de supporter leurs enfantillages, Jiang sort fumer. Lorsqu'il revient, il les trouve endormis l'un contre l'autre. Furieux, il les réveille d'un coup de pied presque lancé. Il leur ordonne de quitter cet endroit et de se rendre au lieu marqué d'un XX sur la carte. Ning, tout excité, réagit comme s'il partait à la chasse au trésor, mais Jin s'interroge sur la pertinence de partir dans leur état actuel. Jiang leur coupe la parole. Ce n'est pas une proposition, mais un ordre. Ils sont désormais ses esclaves. Plus tard, ils rassemblent leurs affaires et s'enfoncent dans la forêt en suivant la carte. Soudain, Jiang leur ordonne de s'arrêter. Il examine le sol et découvre un piège encore couvert de sang. Il leur dit que s'ils trouvent d'autres traces de pas, ils devront les effacer pour éviter de se faire repérer. Ensuite, il leur annonce que, en tant qu'esclaves, leur mission est désormais de lui ramener discrètement de la nourriture et de l'eau. Obéissant, les deux se dispersent à la recherche de provisions. Ning revient avec des fruits sauvages étranges, tandis que Jin a ramassé des champignons et des herbes. Soudain, Jiang surgit de nulle part et tue un lapin mignon d'un coup sec, marmonnant des idioties sur la survie du plus apte. Il les emmène ensuite jusqu'à une grotte qu'il a repérée et commence à faire cuire la viande. Une fois le repas prêt, il la dévore entièrement, ne laissant que les fruits pour Ning et Jin. Quand il a fini, il ordonne à Jin de lui préparer un lit avec la paille qu'ils ont ramassée. Sans mot dire, elle s'exécute. Jiang se tourne alors vers Ning et lui propose les restes de viande, parce qu'il est un mec. Ensuite, il se lève, pénètre plus profondément dans la grotte, mais non sans avertir Ning de rester dehors pour faire le guet. Alors que Jin termine le lit, Jiang revient et la plaque brutalement au sol. Elle crie à l'aide. Ning, entendant ses cris, hésite, puis court dans la grotte en hurlant à Jiang d'arrêter. Mais celui-ci, furieux d'être interrompu, le frappe et l'envoie au sol. Ning se relève et tente de le raisonner. « On ne devrait pas se faire de mal, on est une équipe. » Excédé, Jiang lui assène un coup de poing et le jette à terre avant de s'éloigner. En fin de journée, il se rend seul dans la forêt pour se calmer. En repensant à l'attitude du couple, il en conclut qu'ils ne sont probablement pas des membres d'un gang, et il s'énerve d'avoir été sermonné par ce crétin de Ning. Soudain, un cri lointain résonne. Il accourt vers la grotte et voit que Ning et Jin sont également sortis, alertés par le bruit. Il leur demande de le suivre tandis qu'il part en direction de l'appel à l'aide. Ils aperçoivent un homme semblant fuir quelqu'un. Jin, le voyant sur le point de tomber dans un piège, s'apprête à l'avertir. Mais Ning lui couvre la bouche pour l'en empêcher. Jiang explique qu'on ne voit pas celui qui le poursuit et que c'est louche. Il suppose que celui qui poursuit l'homme est aussi celui qui a tendu le piège. Et à leur grande stupeur, ils aperçoivent un homme d'une tribu armé d'une hache. L'homme piégé, à peine capable de se relever, est sauvagement massacré sur place, comme un animal, avant que le tribal ne commence à traîner son corps. Après que l'homme se soit éloigné avec son corps, Jiang leur dit qu'il devrait retourner à la grotte et rester discret quelque temps. À l'intérieur, Jin se repose tandis que Ning lui demande qui pouvait bien être cet homme et s'il s'agissait d'un sauvage. Jiang lui répond sèchement qu'il n'en sait rien et ajoute que cet endroit est bien plus dangereux qu'il ne l'imaginait. Il propose alors de monter la garde pour la nuit et avertit Ning de rester sur ses gardes. Le lendemain matin, le couple sort chercher de la nourriture. Ning aperçoit un cocotier, grimpe dessus et lance une noix de coco à Jin pour qu'elle la rattrape. Mais soudain, un rat s'approche d'elle. En le voyant, elle pousse un cri perçant et Ning panique, craignant que quelqu'un ait entendu. Jiang accourt, persuadé que le sauvage est revenu. Mais lorsqu'il découvre la vérité, il les gronde tous les deux, les traitant d'idiots et d'incapables. Soudain, Jin s'enfuit en disant qu'elle doit aller uriner.
ce qui inquiète Ning. Une fois sa besogne terminée, elle entend des pas et prend peur. Avant qu'elle ne puisse réagir, quelque chose s'approche et elle pousse un cri strident. Les garçons, alertés, se précipitent à son secours. À leur arrivée, ils voient 2 hommes d'une tribu qui l'ont capturée et plaquée au sol. Ning veut absolument intervenir, mais Jiang lui dit que c'est trop risqué. Alors que l'un des hommes lève une hache pour achever la pauvre Jin, le garçon décide que c'est le moment d'agir. Ning fonce pour aider, mais soudain, quelqu'un tire une balle dans la tête de l'homme à la hache, le tuant sur le coup. Voyant cela, l'autre s'enfuit. Jin, encore tremblante, se jette dans les bras de Ning. C'est alors qu'une femme armée d'un fusil s'approche, probablement celle qui vient de les sauver. Elle se présente sous le nom de Tracy, membre de la police, et leur ordonne de se dépêcher car les sauvages pourraient revenir. Elle leur explique qu'elle a des compagnons en bas de la falaise et leur demande s'ils veulent se joindre à eux. Jin accepte avec enthousiasme, affirmant que « plus on est de fous, plus on rit ». Jiang l'interrompt pour lui demander si elle est déjà allée à Hong Kong. Elle répond que non. Il lui dit qu'il n'est jamais allé aux États-Unis non plus, mais qu'il est sûr de l'avoir déjà vue quelque part. Elle balaie la remarque d'un ton léger, expliquant qu'il doit la confondre avec quelqu'un d'autre. Mais désormais, le groupe est un peu méfiant à son égard. Tracy se penche pour examiner la blessure de l'homme abattu et constate qu'il a été touché dans le dos alors qu'elle visait la tête. Elle trouve cela étrange, car elle est championne de tir et il est impossible qu'elle ait raté sa cible. Avant qu'elle ne puisse réfléchir davantage, d'autres sauvages reviennent et le groupe s'enfuit pour éviter leurs flèches. Tracy se met à l'abri dans une fosse et tire, tout en leur criant d'aller vers un ruisseau dans la forêt. Jiang conduit le couple inutile jusqu'à l'endroit indiqué. Ils s'installent et se rafraîchissent au bord de l'eau, se demandant pourquoi Tracy met autant de temps à revenir. Jiang leur dit qu'elle est soit morte, soit partie, avant de les avertir que d'autres personnes se trouvent sur cette île et qu'ils doivent être extrêmement prudents. Il leur ordonne de ne jamais parler de la carte ni du code trouvé sur le corps de la momie à qui que ce soit. Jin affirme qu'elle fera ce que Ning dit, mais l'imbécile se met à délirer sur des histoires de niveaux et de classes de combat, comme s'ils étaient dans un jeu vidéo, avant de finalement accepter de suivre les instructions de Jiang. Ils décidèrent de travailler en équipe et chacun jura solennellement de se battre pour survivre, sans jamais trahir les autres, quoi qu'il arrive. Ce serment dramatique venait à peine d'être prononcé que Tracy revint, annonçant qu'il devait quitter cet endroit, car ses munitions étaient presque épuisées. Elle leur demanda de la suivre jusqu'à l'endroit où se trouvait le reste de son groupe. Lorsqu'ils arrivèrent, elle les présenta à ses compagnons. Expliquant qu'ils avaient été attaqués, Zhong se mit en colère contre celui qui avait parlé ainsi et le menaça. Mais Tracy s'interposa, ordonnant à tout le monde d'arrêter les disputes. Elle précisa que, s'il voulait rester avec elle et son équipe, il devrait suivre 16 règles et ne jamais s'en prendre à ses coéquipiers. Zhong esquissa un sourire avant d'accepter, puis commença à faire connaissance avec les autres. Jin et Ning se présentèrent à leur tour, et tout le monde fut surpris lorsque Ning annonça qu'il était en 5e année. Jin s'empressa d'expliquer qu'il avait subi un traumatisme crânien et ne se souvenait que de l'époque où il était en classe de 5e. Tracy leur parla alors de ce qu'elle avait découvert ce jour-là, un immense complexe architectural à l'aspect sinistre. L'un des hommes proposa de l'explorer immédiatement, mais un autre s'y opposa, craignant qu'il ne s'agisse du repère des sauvages. Un troisième donna raison au second, estimant qu'il valait mieux éviter l'endroit jusqu'à ce qu'un plan solide soit élaboré. Ils procédèrent à un vote qui se solda par une égalité à cause de Zhong qui, après avoir annoncé qu'il voterait en dernier, choisit finalement de s'opposer à l'exploration. Un des hommes l'accusa de jouer de façon déloyale, mais Zhong répliqua qu'il n'avait enfreint aucune règle, se contentant d'exploiter une faille. L'homme proposa alors de revoter et offrit un chèque de 10 millions de dollars à quiconque voterait pour l'exploration. Zhong l'accusa de corruption, mais l'autre se défendit, affirmant que c'était comme un politicien qui promettait quelque chose en échange de vote. Il le faisait devant tout le monde, au grand jour, et non en secret, ce qui relevait d'une stratégie et non d'un pot de vin. Zhong esquissa un sourire et déclara qu'il avait, lui aussi, une stratégie. Il promit au couple de voter pour lui. Lorsque l'homme, Ishigaki, lui fit remarquer qu'il avait encore une voix de moins, Zhong annonça que désormais, quiconque voterait pour lui recevrait 30 millions.